Voilà, donc très rapidement, ce que je voulais faire, c'est vous faire un rappel assez rapide des processus en jeu pour décrire un peu l'impact du changement climatique sur les ressources en eau, à la fois superficielles et souterraines. Vous donner quelques éléments d'information sur les changements climatiques attendus dans la région, à partir d'un certain nombre de résultats de modélisation. Puis vous donner également quelques résultats en termes de nature, intensité des impacts sur les ressources en eau de ces changements climatiques. Parler un peu aussi des impacts sur les usages en eau, et notamment sur les usages agricoles. Je crois que c'est un sujet assez important pour le territoire qui vous concerne. Et puis enfin, quelques mots sur les problématiques d'adaptation, adaptation ou transformation de la gestion des ressources en eau sur ces territoires méditerranéens. Voilà. Alors tout d'abord, les processus, certains d'entre vous sont probablement très au courant de tout ça, je le rappelle assez rapidement. Ce qui va changer, c'est tout d'abord les précipitations, à la fois en termes de distribution et spatiale, temporelle et d'intensité. Le changement de ces précipitations va avoir un impact sur les phénomènes de ruissellement, donc sur le débit des cours d'eau. C'est avant tout les rivières, ce qui va se passer, les changements vont impacter les rivières, autant en hautes eaux qu'en basses eaux. Moi, je vais surtout vous parler de l'eau ressource, donc je vais parler surtout des problèmes d'étiage, je ne vais pas parler des problèmes d'inondation, ce n'est pas du tout mon domaine. Et puis, le changement de précipitation va aussi impacter la recharge, c'est-à-dire l'infiltration qui va recharger les réservoirs en eau souterraine, qui sont également des ressources essentielles pour nos territoires méditerranéens, du fait de la variabilité du climat à l'échelle annuelle. Donc, tout d'abord, une variabilité des précipitations avec l'impact sur les ressources, mais également l'augmentation de la température va augmenter l'évapotranspiration, c'est-à-dire la quantité d'eau qui est évaporée par les plantes, que ce soit la végétation naturelle ou les cultures à l'agriculture. Donc une augmentation des quantités d'eau évaporée, ce qui veut dire que vous avez non seulement moins de précipitations qui tombent, mais plus d'eau qui est évaporée avant qu'elle reparte vers les ressources, soit les cours d'eau, soit les réservoirs souterrains. Alors, phénomène un peu aggravant, notamment en région méditerranéenne, ceci va conduire à une augmentation des prélèvements pour l'irrigation, puisque les mêmes cultures auront besoin de plus d'irrigation, voire d'irrigation, alors qu'elles n'en avaient pas besoin au préalable. Donc des prélèvements accrus dans des réservoirs, notamment souterrains, qui sont eux-mêmes en baisse, et un impact également sur la consommation urbaine, notamment parce qu'avec l'augmentation de température, on va avoir une augmentation des consommations domestiques. En partie lié, et là on revient sur les questions d'aménagement des villes, d'aménagement urbain, en partie lié à l'existence et la façon d'utiliser les espaces verts dans le milieu urbain, et donc là aussi une augmentation des prélèvements en eau potable et donc de sollicitation des ressources qui sont déjà, dont les volumes seront réduits du fait du changement climatique. Donc voilà ce que je vais essayer d'illustrer un peu sur ce schéma sur la zone ici. Donc très rapidement, je crois qu'on a déjà mentionné que tout à l'heure on se posait la question de quelle référence quand on parle de plus de degrés. En fait, ces changements sont déjà à l'œuvre depuis un certain temps. Et là, on voit sur 50 ans l'évolution des précipitations. Donc partout où c'est marron, on est sur des baisses de précipitations. Donc c'est déjà des phénomènes qui sont largement engagés et qui sont d'ailleurs constatés par un certain nombre d'acteurs. Donc c'est déjà en cours. Comment ça va évoluer sur la période donc 2040-2070 par rapport à une période de référence 1960-1990. Là aussi, on voit une tendance à la baisse qui est exprimée ici donc en pourcentage. À gauche, c'était en millimètres de précipitation. À droite, c'est l'évolution en pourcentage. Donc on est dans une zone de l'ordre de moins 10% de précipitation sur la zone. En moyenne annuelle, et il faut savoir que ce qui est important, c'est que la distribution dans l'année va être également complètement différente, avec des événements pluvieux plus intenses à certains moments et des périodes sèches beaucoup plus longues à d'autres. Alors sur l'ouest de l'Hérault, en fait, on a utilisé un certain nombre de modèles dont on a fait des projections à l'échelle locale. On voit ici les anomalies, donc encore une fois les écarts entre cette période future 2045-65 avec ces modèles et la période les 30 dernières années. On voit les écarts de précipitation en pourcentage, et on voit donc plus c'est rouge, plus la baisse est forte en pourcentage, et on voit que la zone littorale, donc là on a Montpellier à droite et Narbonne à gauche de la zone considérée, Béziers au centre. Ça correspond encore une fois aux deux bassins versants de l'Orbre et de l'Hérault. Donc on voit des baisses de précipitation sur ce territoire également. Alors, température, on part aussi sur cette hypothèse, au moment où on a lancé les travaux, on est sur des hypothèses qui sont plutôt de l'ordre de ces 2 degrés de réchauffement.
donc on va dire quelque chose de relativement optimiste, donc des variations de température de plus 1,5 à 2 degrés en été sur le territoire, également une augmentation en hiver. Et puis la fameuse évapotranspiration dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'eau qui est réévaporée par la végétation lorsqu'elle est interceptée après la pluie, une augmentation de l'ordre de 15%. Et puis donc certains auteurs font des évaluations en termes de bilan, toujours sur les contours méditerranéens, entre la diminution de ce qui va tomber et l'augmentation de ce qui va évaporer, sans même parler des prélèvements de l'homme. On voit ici la baisse en millimètres toujours. Donc on est dans une zone de l'ordre de 200 mm de baisse de bilan hydrique. C'est quand même très significatif par rapport à une moyenne de pluie qui doit être de l'ordre de 700 ou 750 peut-être sur ce territoire. Donc ça, c'est pour le changement climatique direct. Alors maintenant, comment est-ce qu'on évalue, puisque le thème c'était un peu comment travaillent les scientifiques, comment est-ce qu'on évalue les conséquences sur la ressource en eau ? Et je vais revenir sur cette question d'incertitude dont on a déjà beaucoup parlé. Alors tout d'abord, la première hypothèse que le scientifique doit faire, c'est le choix d'un scénario d'émission. On a bien dit tout à l'heure qu'on fait des hypothèses sur la façon dont les Chinois et autres vont continuer d'émettre. Donc on a besoin de faire des hypothèses sur les émissions futures. À partir de là, on utilise des modèles climatiques qui décrivent la circulation atmosphérique globale, l'interaction entre la Terre, l'océan et l'atmosphère, et qui fonctionnent à l'échelle de mailles de quelques centaines de kilomètres de côté. Donc on est sur des mailles assez importantes, avec de nombreuses incertitudes, avec de nombreux modèles, et donc on a des ensembles de prédictions qui peuvent donner des résultats relativement différents. On doit donc faire des choix de certains de ces modèles ou certaines de ces hypothèses, où on utilisait plusieurs, et puis ensuite, pour descendre à l'échelle locale, ces modèles qui donnent des résultats sur des carrés, des mailles de quelques centaines de kilomètres de côté, il faut les descendre à une échelle locale. Donc par exemple sur ce territoire, on est descendu à 8 km de côté en utilisant un modèle de Météo France. Là aussi, il y a plusieurs modèles possibles pour faire cette descente d'échelle avec une source d'incertitude possible. Une fois qu'on dispose donc de ce climat futur simulé à l'échelle locale, il faut faire un modèle hydrologique qui va justement reproduire la façon dont la pluie tombe, elle se répartit entre du ruissellement et de l'infiltration, pour reproduire le fonctionnement des cours d'eau et des aquifères. Là, il y a aussi plusieurs modèles, il y a aussi des problèmes de calibration de ces modèles, donc une nouvelle couche d'incertitude qui se rajoute. Et puis enfin, on va faire un traitement statistique de tous ces résultats, parce que dès le début, on a gardé une multitude ou plusieurs hypothèses de scénarios d'émission, de modèles de circulation générale, de modèles de changement d'échelle, et donc on a une grande diversité de résultats qu'on va essayer de traiter de façon statistique. Donc je rebondis sur ce qui a déjà été dit. On ne peut pas dire avec précision ce qui va se passer. On peut donner dans certains cas des enveloppes. Et ce n'est pas pour ça que ça nous empêche de réfléchir à comment s'adapter. Je pense que ça, c'est un point essentiel. Il faut prendre des décisions sachant qu'on est face à une multitude de futurs possibles. Et il faut réfléchir ces décisions pour qu'elles soient le plus robustes, c'est-à-dire qu'elles nous permettent quand même de satisfaire nos objectifs par rapport à un futur qui n'est pas prédictible et qui peut prendre diverses formes, diverses manifestations. Donc dans votre réflexion sur ce territoire, je pense que c'est important d'avoir en tête cette notion de robustesse, de résilience, que le territoire soit capable de faire face à des choses un peu imprévues et de rebondir et de retrouver un équilibre, le même ou un autre équilibre, suite à des perturbations d'ordre climatique qu'on ne peut pas prédire avec certitude. Alors, les résultats, voilà, ça je viens de le dire, les résultats des approches un peu similaires ont été répliquées à différentes échelles. Donc là, une étude qui a été faite en France il y a quelques années, Explore 2070, donnait des résultats sur l'ensemble de la France. Donc là, on voit sur un certain nombre de points sur les principaux cours d'eau en France, l'ordre de grandeur de la baisse des débits moyens, je crois qu'ici c'est des débits moyens, c'est ça, entre donc la période de référence à 1960-90 et la période future, 45-65. Donc on voit que les débits des cours d'eau en moyenne vont baisser de l'ordre de 20-30% et un peu plus dans le sud-ouest. Donc c'est une diminution de ressources qui est quand même significative, et d'autant plus pour les régions méditerranéennes. Et puis l'application de ce type de méthode sur le bassin de l'Orbe. Alors, je rappelle, le bassin de l'Orbe, il alimente Narbonne en eau potable au niveau de la prise de Réal sur l'Orbe. Vous avez un grand transfert d'eau qui amène de l'eau jusqu'à Narbonne. Je ne sais plus quel est le pourcentage que ça représente de l'alimentation, mais c'est assez important. Donc cette ressource en eau va avoir son débit. Donc là, vous avez le débit moyen pour un certain nombre de simulations, pour les différents mois de l'année, de janvier à décembre, et le débit en mètres cubes par seconde, et on voit la manière dont, en bleu, c'est le climat présent,
Et en rouge, c'est la moyenne d'un certain nombre de simulations sur le futur. Donc on voit bien comment le débit du cours d'eau va baisser. Avec des impacts, on imagine bien, sur le tourisme, le tourisme par rapport à la qualité des milieux, sur l'eau potable, puisque c'est une ressource principale, sur l'agriculture, puisque l'irrigation va se développer. Voilà. Donc on a parlé d'eau superficielle, un tout petit mot sur les eaux souterraines, toujours le même exercice Explore 2070 qui a essayé de quantifier l'impact sur la recharge, donc sur la quantité d'eau qui va s'infiltrer dans les eaux souterraines et donc remplir ces réservoirs souterrains qu'on exploite notamment pour l'eau potable. Là aussi on voit la baisse en pourcentage. Donc la courbe, le graphique central représente une hypothèse moyenne. Et donc on voit que pour l'eau, on est dans l'ordre de 20 à 30% de recharge en moins dans les eaux souterraines. Donc, voilà. Alors je passe peut-être maintenant aux usages. J'ai parlé des usages et je pense que c'est, d'ailleurs dans cette salle, il y a eu un débat sur ces questions-là dans le cadre du projet Aquadomicia, il y a quelques 2 ans peut-être, voilà, 2 ans et demi. Donc l'augmentation de la température, de l'évapotranspiration et la baisse des pluies va conduire à une augmentation des besoins des cultures. Donc si on veut maintenir une agriculture dans cette zone, il va falloir lui apporter plus d'eau ou changer de type d'agriculture. Mais si on suppose que les cultures restent les mêmes, on voit ici le pourcentage d'augmentation des besoins des cultures avec 2 cantons, parce qu'il y a des climats et des sols un peu différents, toujours dans cette zone, mais on voit bien qu'on va avoir besoin de 20 à 40% de plus d'eau pour produire les mêmes cultures sur ce territoire. Donc moins d'eau superficielle, moins d'eau souterraine, plus de besoins en eau agricole. Et si en plus on tient compte des changements de pratique, puisque toujours sur ce débat Aquadomicia, on avait bien vu la tentation du monde agricole de développer l'irrigation, notamment de la vigne. Et donc si vous avez en bas l'évolution des besoins d'irrigation sur la période d'irrigation pour la situation 2006 avec les cultures 2006 et le climat présent, donc ça c'est la référence. Au-dessus, vous avez les besoins associés avec toujours ce climat présent, mais si toute l'évolution agricole qui est prévue par la profession, le développement de certaines cultures, la mise en place d'irrigation de la vigne, etc. se produit, donc ça va augmenter pour passer à la courbe bleue. Et si on rajoute le changement du climat par-dessus, qui viendra certes un tout petit peu plus tard, on arrive à la courbe violette. Donc on voit bien l'importance des changements induits par la modification du climat sur la consommation en eau, et je parle uniquement du secteur agricole. Et juste pour donner un ordre de grandeur, ça fait de l'ordre de 1000 litres secondes au mois de juin, 4000 litres secondes, c'est plus que le débit de l'Orne lui-même, à l'étiage 4000 litres secondes, donc la rivière ne suffirait pas à couvrir cette augmentation. Voilà, alors... C'est des millions de quoi? C'est des millions de mètres cubes c'est des millions de mètres cubes à gauche par mois pour l'usage agricole. Et rapporté en débit, l'augmentation rapportée en débit, c'est plus pour la comparer aux ressources. Alors, ça on a parlé de l'impact, donc là, effectivement, il y a beaucoup de travaux dans le domaine de l'hydrologie qui sont sur l'évaluation de l'impact du changement climatique sur les ressources. Et puis après, nous, on s'intéresse plutôt, donc moi j'ai oublié de préciser, je suis économiste, donc je m'intéresse plus à la façon dont la société s'adapte à ces impacts, parce qu'il n'est pas question de mitigation pour nous, il est plus le changement arrive, se traduit par des impacts sur la ressource, et dans le domaine de la gestion de l'eau, il faut trouver de nouvelles manières de gérer cette ressource. Alors, l'adaptation, elle est souvent vue de façon, on va dire, assez peu courageuse ou visionnaire. On imagine d'abord changer un peu à la marge en continuant de faire ce qu'on sait faire. Typiquement, c'est effectivement le grand projet dont vous avez probablement entendu parler, puisque Narbonne est très concerné, d'Aquadomicia, transférer de l'eau. Donc on va prendre de l'eau dans le Rhône, elle arrive déjà à Montpellier, on est en tuyau, et on mobilise plus de ressources pour continuer de faire tourner notre société comme elle tournait avant. On est vraiment dans l'adaptation à la marge. Alors, il y a tout un tas d'autres solutions. Mobilisation de nouvelles ressources, on a parlé à Narbonne aussi de dessalement d'eau de mer. On a des ressources en eau profonde qui ne sont pas exploitées, qu'on pourrait tout à fait exploiter pour alimenter et répondre à cette demande en augmentation. On peut aller aussi dans le sens de l'économie circulaire qu'a mentionné monsieur le sénateur ce matin, et donc aller vers de la réutilisation d'eau usée, soit directement en agriculture, soit pour recharger des nappes. Et puis la recharge artificielle de nappes, ce qui se fait beaucoup en Californie. Donc quand il y a trop d'eau pendant les périodes d'inondation, on se débrouille de faire des dispositifs pour la réinjecter dans les réservoirs souterrains, qu'on va repomper en été, en les vidant, et on aura toujours de la place, puisqu'ils ont été vidés, pour re-remplir. Voilà. Mais on est toujours dans la technologie. Donc ça fait partie effectivement de l'adaptation, mais il y a un deuxième volet qui est de promouvoir l'usage sobre des ressources, avec donc des actions qui sont déjà engagées sur ce territoire, qui visent des cibles différentes, soit les collectivités, c'est la recherche et la réduction des fuites dans les réseaux d'eau potable, qui représentent encore de 30 à 40%
des prélèvements totaux qui sont perdus sous forme de fuite. C'est aussi d'autres formes d'aménagement urbain. Donc là, c'est l'espace public. On voit de plus en plus des ronds-points comme ceci, remplacer les grands ronds-points avec des palmiers et des pelouses. C'est également, ça vise également à modifier les comportements des particuliers. Alors ça va de tout ce qui est équipements électroménagers qui sont de plus en plus performants, kits hydroéconomes, etc. Mais c'est aussi repenser nos habitudes de vie. On a tous envie d'avoir une maison, si possible avec un beau jardin vert et une piscine. On avait calculé là aussi sur les villes de Montpellier et Perpignan que le changement climatique conduirait à 2 à 3% d'augmentation de la consommation en eau, juste du fait des consommations des jardins et des piscines, juste l'évaporation et l'évapotranspiration. C'est plus 2 à 3% avec le changement climatique. Voilà, donc des comportements à modifier pour aller vers des usages plus sobres. Et puis les leviers, c'est pas que de la technologie, c'est des outils de type sensibilisation, mais aussi des incitations économiques. Et donc il y a de plus en plus de discussions sur la tarification. Ce matin, on a parlé du chèque énergie. Il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur la tarification par rapport à l'enjeu social. Tarification sociale, accompagner les ménages les plus pauvres qui ont des problèmes à payer leurs factures. Mais en fait, le vrai enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est de mettre en place des tarifications incitatives qui conduisent à des comportements plus sobres, tout en permettant d'équilibrer le revenu du gestionnaire et de protéger les plus démunis. Et l'enjeu d'incitation est bien plus important. Voilà. Et puis pour conclure, un dernier point, donc on dit adaptation, on est quand même dans tout ça, on est un peu dans des stratégies à la marge de ce qu'on sait déjà faire. Et je pense que monsieur Petski, vous avez mentionné ce matin là vos travaux, je suis impatient de voir tout à l'heure en disant il faut être un peu imaginatif et se projeter dans l'avenir et explorer des solutions un peu différentes. Donc ça fait aussi partie des choses qu'on fait un peu dans notre domaine, dans le cadre de nos activités scientifiques, de conduire des ateliers de prospective avec des acteurs de ce territoire pour essayer de co-construire avec eux des solutions un peu innovantes. Et notamment, je vais donc faire une dernière parenthèse, si je n'ai pas épuisé complètement mon temps. Donc aujourd'hui, on est au début d'une transition. De manière générale en France, la ressource en eau a toujours été plus ou moins considérée comme une ressource en accès libre. Donc lorsqu'un agriculteur, lorsqu'un maire, une industrie veut utiliser de l'eau, elle va demander une autorisation à l'administration, mais qui lui était rarement refusée. Aujourd'hui, on arrive sur un certain nombre de bassins dans une situation dans laquelle la ressource est définitivement considérée comme surexploitée, donc on la ferme, c'est-à-dire qu'on va définir un volume maximum qui peut être prélevé dans ces ressources, et on va ensuite distribuer des autorisations individuelles avec des volumes attribués à chaque utilisateur. Donc on passe vraiment, c'est vraiment un changement de paradigme, on passe vraiment d'une gestion dans un cadre d'accès libre à une gestion régulée. Et on est en plein en train de construire aujourd'hui ce nouveau mode de régulation qui va être de plus en plus nécessaire avec le changement climatique et avec une recherche d'un nouvel équilibre entre le rôle de l'État, le rôle d'association d'usagers et le rôle des instruments de marché. Voilà. Et je voulais donc juste présenter un exemple, encore une fois, peut-être pour les étudiants par rapport à cette idée d'explorer des scénarios qui peuvent paraître un peu futuristes, mais je pense que ça conduit les acteurs à avoir des réflexions qui les ramènent ensuite à des choses assez nouvelles et des décisions qu'ils peuvent prendre aujourd'hui. Donc cet exemple, il a été, il est là. Il a été présenté, débattu parmi d'autres avec des acteurs de la plaine du Roussillon, donc autour de Perpignan. Et l'hypothèse de départ, c'était qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à assurer le contrôle des prélèvements agricoles dans les eaux souterraines, qui du coup ont tendance à baisser. Et l'État ne parvient pas non plus, il n'y a pas suffisamment de gendarmes pour aller surveiller ce qui se passe dans le terrain. Donc tout le monde est conscient qu'il faut trouver des mécanismes institutionnels, une organisation des agriculteurs qui permettent de faire en sorte qu'on contrôle la quantité d'eau qui est prélevée et le nombre de forages. Et donc le scénario, celui-ci étant l'un parmi un certain nombre d'autres scénarios, mais pour vous montrer le côté un peu nécessité d'imaginer des schémas très différents, le scénario supposait qu'on met en place une sanction collective, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on mesure les niveaux dans la nappe à différents endroits, et si le niveau de la nappe objectif n'a pas été atteint, ça veut dire que les gens prélevaient plus que ce qui était prévu, on peut le calculer avec des modèles hydrogéologiques, et à partir de là, il y a dépassement, mais comme on ne sait pas qui c'est, on applique une sanction collective. Donc c'est la deuxième étape ici, on calcule le deuxième calcul du volume prélevé, et puis on calcule la taxe, on envoie la facture à chaque agriculteur, sans savoir si individuellement ou pas il est responsable. Mais on offre aux agriculteurs la possibilité de signer un contrat de confiance, donc si vous voulez prouver votre bonne foi, vous pouvez toujours venir voir l'administration, et vous allez délimiter vos parcelles, donc c'est peut-être, vous allez prouver à l'administration que vous avez respecté votre engagement. À partir de là, vous serez exonéré
de cette taxe ambiante, de cette taxe collective. Ce qui est imaginaire, alors la façon dont ça se passe, c'est que donc vous venez déclarer votre volonté de signer un contrat de confiance. Vous déclarez, comme sur la carte ici, toutes vos parcelles, donc vous localisez vos parcelles. Sur telle parcelle, je fais du prunier, du pommier, de la salade, etc. Donc je consomme telle quantité d'eau. Mais forage, le point bleu est à tel endroit, il y a des compteurs dessus, vous pouvez venir relever et je fournis moi-même l'information sur le volume. Il y a un contrôle de terrain éventuellement, plus l'utilisation de photos aériennes et satellites, ça se fait déjà beaucoup en Espagne, qui permettent de vérifier que les agriculteurs font exactement ce qui est déclaré. Et à partir de ce moment-là, ayant monté patte blanche, ils sont exonérés de cette sanction collective. Et l'hypothèse, c'est que à partir du moment où le nombre de personnes qui vont rentrer dans ce processus de signature d'un contrat de confiance, ceux qui vont dépasser vont devoir payer l'intégralité de la pénalité collective, et donc ils seront de moins en moins nombreux à devoir porter cette pénalité, donc ça va devenir de plus en plus insoutenable, et c'est comme ça qu'on fait rentrer tout le monde dans l'ordre. Voilà. Donc on a d'autres scénarios de ce type-là. Encore une fois, l'intérêt, c'est de se dire, il faut imaginer que ce qui aujourd'hui n'est pas possible, la technologie, etc., dans quelques années ça l'est, que les lois, ça se change, et il faut explorer des choses assez différentes. Voilà, j'en ai terminé. Il y a déjà des... Merci beaucoup.